Nous sommes dans un lieu étrange et c'est pour ça que la question nous a été posée. La question, c'est un endroit qui a eu autant d'existence, des vies perturbées, des histoires parfois contestées, histoires qui ont porté des fruits très positifs parfois et très amers d'autres fois, a changé de statut. Cet endroit du musée de la Porte Dorée a changé de statut à plusieurs reprises. Au fur et à mesure, peut-on dire, des évolutions de la pensée, de la compréhension de ce qu'a été sa première vocation et ce qu'est aujourd'hui ce musée. Et au fond, c'est impossible de vivre dans un endroit semblable, tellement marqué par des points très aigus de l'histoire, sans qu'une sorte de traumatisme puisse exister. Ce traumatisme, c'est celui de ces changements d'identité. Et la question qui était posée, c'est les esprits, les forces, les énergies qui ont été mises dans ces identités successives du palais de la Porte Dorée, peuvent-elles être apaisées? Et curieusement, les artistes étaient intéressés par cette question. Et toute l'exposition est liée à une question, c'est celle de la mémoire qui pourrait produire un équilibre ou un déséquilibre. Et cette mémoire, c'est celle des gens qui ont travaillé ici, des artistes qui ont fait des œuvres qui ont été exposées ici, les personnes qui ont été représentées ici, la façon dont ont été utilisées, parfois abusivement, parfois pour les célébrer, des personnes qui correspondent à des moments de colonialisme, des moments où la pensée post-colonialiste se construit. Et donc, un trouble existe et il est profond dans le palais de la Porte Dorée. Les artistes ont fait de ce trouble leur œuvre. Et l'essentiel a été de mettre au cœur de l'exposition un objet très étrange qui est la source de toute l'exposition. La source de toute l'exposition, c'est un petit cordon mémoriel que j'aimerais bien que l'on voit ensemble. Ce cordon mémoriel, on appelle ça un taomata, c'est un objet qui vient du Pacifique, qui est conservé au musée de Cherbourg, et il est lié à un récit que Ségalen a fait. Le récit de Ségalen, c'est le livre qui s'appelle Les Immémoriaux, et dans lequel Ségalen raconte comment un jeune prêtre traditionnel doit réaliser une cérémonie qui a lieu tous les ans, et cette fois-ci, pour la première fois, c'est lui qui en est chargé, et il doit dire le récit de toutes les familles et de tous les lignages de l'île sur laquelle il se trouve et dont il a la responsabilité spirituelle. Et il se sert de ce cordon mémoriel ou d'un cordon équivalent, et il en tire le souvenir de toutes les familles et il raconte le récit de tous ceux qui ont habité là, des dieux qui les ont protégés, des esprits qui sont auprès d'eux et de ce qu'ils deviennent peu à peu. Et il s'est passé quelque chose de dramatique, Ségalen le raconte, c'est qu'un nom est oublié. Le prêtre trébuche sur un récit. Et tout d'un coup, le fait que ce récit ne puisse pas se poursuivre est ressenti par l'ensemble de la communauté comme un désastre. Et au fond, le sens de l'exposition, c'est ça. Il faut se souvenir de tout le monde et essayer de les réinstaller dans la réalité de ce qu'ils étaient comme individus et pas seulement comme archétypes, comme le décor ici l'évoque souvent. Et donc, c'est pour cela que cette mémoire est le cœur de l'exposition. Et ici, elle est entourée, le grand cordon, ce grand taomata du musée de Cherbourg, très rare objet, est entouré des œuvres mémorielles également de Fernanda Teresa Pello et qui utilise les objets électroniques d'aujourd'hui, qui sont des objets de mémoire, réunis par des cordelettes électriques, et pour montrer comment cette question de la mémoire est restée essentielle dans la détermination de ce que nous sommes. Et donc toute l'exposition est liée à cette mémoire. Lorsque l'on regarde par exemple les œuvres de Rikriti Ravanija, il s'agit de l'importation du mouvement des populations végétales en l'occurrence. Ce sont des objets, ce sont des gravures inspirées d'un naturaliste du 19e siècle et qui montrent comment des plantes se déplacent
et comment l'arborescence de ces plantes devient ceci ou cela. L'artiste en fait évidemment une métaphore du déplacement des populations et aussi il s'intéresse en particulier à une plante qui s'appelle l'Alianthus et dans la collaboration qu'il a fait avec une artiste peintre, il met en scène cet Alianthus qui est une plante invasive. Et au fond, à un moment donné, la beauté de ces jardins imaginaires qu'évoque l'artiste Rikrit Tiravanija a à voir avec ces plantes considérées comme invasives, considérées comme négatives et qui en fait déploient une beauté singulière. Et cette tension entre l'invasion, la beauté, l'efficacité, tout cela est écrit dans un langage pictural qui évoque le monde numérique, qui est le seul langage qui soit commun au fond à l'ensemble de l'humanité aujourd'hui. C'est le seul espéranto de l'humanité, c'est l'électronique. Eh bien, signifie quelque chose par rapport à cette question de la mémoire de ceux qui ont été déplacés ou qui se sont déplacés. Donc on comprend que cette question de la mémoire est essentielle, on se rend compte que l'artiste, quand les artistes sont venus dans cet endroit et ont choisi la zone où ils veulent s'exprimer et aussi la façon dont ils vont le faire, ils ressentent quelque chose immédiatement en rentrant. Et c'est le cas évidemment de Ferdinand Cucumacouvia qui, en pénétrant dans le lieu, a tout de suite ressenti, dit-il, des voix, des détresses, des inquiétudes, et il a voulu purifier l'espace. Et donc il a fait, comme tous les autres artistes, des œuvres spécialement pour le lieu. L'ensemble de l'exposition a ceci de particulier qu'elle est exactement adaptée par les commandes qui ont été faites à ces artistes et par la réponse qu'ils ont fait, exactement adaptée au lieu et à l'esprit du lieu. Et Ferdinand Cucumacouvia a donc développé des grandes colonnes qui sont des vases dans son esprit, à l'intérieur desquels il y a des végétaux qui sont des feuilles particulières qui servent à la purification des cérémonies donc en Afrique où il a vécu et où il est allé refaire lui-même des cérémonies pour préparer son œuvre. Ce lieu est donc en cours de purification par ces vases magiques en quelque sorte. Et ces vases sont aussi les dépositaires de messages, les messages que le public va donner, va glisser dans les interstices de ces colonnes et qui vont être ensuite brûlés et leurs fumées vont monter vers les esprits et la cendre de ces messages va servir à faire l'encre des messages suivants. Et donc on rentre dans un processus d'enchaînement qui est assez beau. Et je trouve que au fond, c'est l'esprit général de l'exposition qui est comme cela. On essaye de donner une énergie, d'apaiser les énergies négatives, de donner une énergie positive à l'ensemble de ce lieu et en retravaillant avec la communauté visible ou invisible qui s'y trouve. Lorsque, par exemple, Ngelai et Anko travaillent, ils ont fait, l'un a fait une sorte de chalet composé de toutes les dépouilles des vêtements de proches de personnes qui ont bien voulu les offrir, qui sont toutes liées pour nous à rien d'esthétique, mais pour eux à des choses sentimentales. Eh bien, une maison entière se reconstitue. Et Anko a voulu que pendant la vie de cette exposition, soient peints les personnes qui habitent et qu'ils croisent ici, qui sont parfois des gens qui passent, parfois des visiteurs, parfois des gens qui travaillent ici. Et donc ce souci de la communauté correspond à l'ensemble de l'esprit de l'exposition. C'est comment est-ce que l'esprit d'un lieu peut être apaisé et comment ceux qui l'ont construit peuvent être, on peut s'en souvenir de façon positive et comment ceux qui y habitent peuvent ressentir qu'ils font partie d'une communauté qui a plus de sens qu'une simple activité. Au fond, il y a dans l'exposition une lutte contre les archétypes. Les archétypes, c'est ce que l'on voit sur cette sublime façade du palais de la Porte Dorée, où l'on voit des communautés, des pays, des régions, des richesses comme ça qui sont appropriées. On le voit également à l'intérieur du Grand Forum, et là, il y a une réponse qui a été faite et que je trouve très intéressante et qui peut-être va donner l'esprit de la conclusion que l'on pourrait faire à notre conversation. Amalia Laurent
a installé son œuvre dans cette extraordinaire salle du Forum, couverte de fresques, et dans lesquelles on sent bien que les personnages ne sont pas des personnages réels, mais des personnages archétypiques qui, les uns symbolisent l'Inde, les autres l'Afrique du Nord, les autres l'Afrique noire, et tout cela est une sorte d'emprunt abusif, évidemment, quelle que soit la splendeur des fresques, à des vies qui sont réduites à une efficacité iconographique, si je puis dire. Ce qu'a fait cet artiste et symbolise un petit peu ce qu'on a voulu faire, c'est-à-dire reprendre les couleurs de l'endroit, comme on reprend l'esprit de l'endroit et sa mémoire ici pour cette exposition, et à partir de cela, recréer la sensation d'une vapeur, un petit peu comme si toutes ces personnes avaient enfin non seulement une forme, mais une haleine, comme si on pouvait les remettre en vie et leur redonner le souffle que, au fond, cette systématisation de la représentation leur a enlevé. Et je trouve très juste et très symbolique de ce qu'est l'exposition, de dire au fond tout ce que l'on essaye de faire, c'est de donner un petit peu d'haleine, comme la vapeur de la laine, à tous ces personnages qui sont passés ici et qui vivent ici.